Donc avant toute chose, je voulais vous signaler que cette présentation a été faite en collaboration avec Bernard Pinsant, qui est expert chez Arcadis. Et pour commencer, je voudrais juste faire un petit point de vocabulaire. On parle d'instrumentation, mais on va parler aussi d'auscultation. L'auscultation étant le terme médical, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mesures que l'on fait sur les monuments historiques exactement pour connaître l'état de santé de ce monument. Alors, il y a très peu de monuments historiques qui sont suivis en permanence, de manière systématique. La plupart du temps, on vient mettre en place des systèmes d'auscultation au moment où il y a des travaux sur les bâtiments eux-mêmes ou au voisinage de ces bâtiments. Par exemple, ici, sur la photo en bas, à gauche, c'est des travaux de réalisation de galeries de maintenance sous certaines façades du château de Versailles qui ont nécessité le suivi de ces façades. Et à droite, vous avez un exemple de désordre qui était présent sur l'Arc de Triomphe. Alors, ces désordres ont souvent pour origine des problèmes au niveau des fondations, on en a pas mal parlé déjà là, dans les suites d'exposés. Et là, en l'occurrence, sur l'Arc de Triomphe, on a une plateforme qui sert de fondation, qui est faite en moellon et avec du mortier, et les circulations d'eau ont fait que le mortier s'est dégradé. Vous avez eu des tassements différentiels, fissuration et chute de certaines parties de bas-relief. Donc, pour suivre les phases de réparation par des systèmes d'injection au niveau des fondations, il y a eu de l'instrumentation, avec notamment, bien évidemment, le suivi des fissures. C'est une des instrumentations principales, une des auscultations principales. Et aussi, il y a des tirants qui existaient dans l'ouvrage. Ces tirants étaient équipés d'extensomètres à cordes vibrantes pour contrôler et vérifier l'évolution des contraintes à l'intérieur de ces tirants. Alors, juste en anecdote, tous ces travaux se sont faits en 1988, c'est-à-dire un an avant le bicentenaire. Ça aide un petit peu parfois certains événements. Pour regarder les spécificités et les contraintes de l'auscultation dans les monuments historiques, on va prendre deux exemples. Le premier, on en a entendu un peu parler tout à l'heure, c'est l'abbatiale de Sainte-Foy-de-Combe, qui est un des joyaux de l'art roman et qui est célèbre bien sûr pour son tympan et son trésor. L'abbatiale, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, eh bien, avait subi ou subissait des désordres très importants avec une fissuration intense. Et donc, il a été décidé de faire une reprise en sous-œuvre de cette abbatiale. La raison, bien sûr, de ces fissures et des désordres, c'est principalement lié à la localisation de l'abbatiale. Elle est construite en partie, sur la partie gauche de l'image, sur des schistes assez costauds. Et puis, plus on va vers l'extrémité de l'abbatiale, eh bien, on a des roches altérées et du remblai. Donc, vous voyez, vous avez un peu de circulation d'eau, vous avez ce genre de localisation, et vous avez des tassements différentiels importants qui ont engendré donc les désordres. La reprise en sous-œuvre s'est faite par Micropieux, et pendant toute cette phase, il y a eu surveillance de l'ouvrage, là encore par des techniques de suivi des fissures. Et ce que l'on voit ici, c'est que dans les spécificités et les contraintes, aussi bien pour les entreprises qui interviennent que pour les instrumentalistes, eh bien, c'est souvent de travailler dans des zones exiguës, c'est souvent des problèmes d'accès. Et puis, là, en l'occurrence, quelque chose qui commence à apparaître, c'est aussi des problèmes de discrétion de l'appareillage que l'on met en place. Là, par exemple, vous avez eu à la base des piles de l'abbatiale du carottage qui a été réalisé pour faire les micropieux. Et donc,
on a conservé les éléments de carotte pour pouvoir venir masquer et combler donc les trous avec exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure, la même pierre. On voyage un petit peu, on va à Beauvais, on voyage aussi dans le temps, on a pris 500 ans. Beauvais, faut voir qu'à cette époque-là, c'était vraiment la folie des grandeurs. On a la construction à peu près dans les mêmes périodes de Bourges, de Reims, d'Amiens, de Chartres. Et Beauvais, eh bien, c'est le cœur le plus haut au monde. On a à peu près 50 mètres sous voûte, 48 mètres et quelques sous voûte. Faut pas oublier, vous parliez tout à l'heure de Notre-Dame de Paris, c'était 33 mètres. Donc on est beaucoup plus haut. Et on avait, pendant une certaine époque, une tour qui montait jusqu'à 153 mètres. C'était l'ouvrage le plus haut au monde. 1573, la tour s'effondre pendant une procession, je crois, et là, premier miracle, personne ne blessé. En tout cas, dans les écrits, on dit qu'il n'y a personne de blessé. Donc, on va avancer un petit peu. Au XXe siècle, il y a eu des études d'aérologie, d'aérodynamisme qui ont été réalisées. Il a été dit que Beauvais allait s'effondrer sous l'effet d'une tempête. Il n'empêche que ça n'a pas empêché de vouloir enlever des tirants qui existaient entre les différents contreforts et arcs-boutants sur la cathédrale. Et pendant cette phase de travaux, un des chefs des chantiers s'est rendu compte qu'un des arcs oscillait. Alors bien évidemment, on a commencé à faire attention à ça, et il y a eu une étude et une mise en place d'instruments, notamment des clinomètres, des extensomètres base longue le long donc des contreforts, bien évidemment des données sur le vent, pour pouvoir étudier le comportement donc, de cette cathédrale. Il y a aussi à l'intérieur du bâtiment de la convergence, des études de convergence par fil tendu. Alors vous voyez là les schémas à droite montrent bien les difficultés d'accès, notamment pour tendre ce genre de fil. Je précise simplement, on est en 1998, et donc des techniques qui peuvent exister aujourd'hui, on regardera rapidement tout à l'heure, n'existaient pas à l'époque. Notamment, toutes les techniques d'optique n'étaient pas aussi fines, en tout cas pour les mesures de convergence, que ce qu'on a aujourd'hui. Les résultats de cette étude, eh bien en fait, la plus grande tempête qu'on ait eue pendant 1 an, c'est 60 km/h. Donc on avait prévu des vents à plus de 150. Donc tous les résultats ont été plutôt négatifs. Décision, ben, on arrête tout. Et maintenant, la seule chose qui a été décidée, ben, c'est finalement de conserver les tirants, enfin de les remettre en œuvre, mais par contre, il n'y a absolument plus de suivi sur ce genre de bâtiment. Alors, pour résumer les spécificités et les contraintes de l'instrumentation, ben, sur les spécificités, on voit qu'on intervient donc dans des ouvrages anciens qui possèdent une histoire, et donc qu'il faut préserver et protéger ces bâtiments pendant qu'on les instrumente. D'autre part, la plupart du temps, il faut le reconnaître, ce sont des budgets limités. Ce n'est pas sur l'auscultation qu'il y a une mise de fonds importante. Ça peut paraître normal, hein, il y a des sujets plus importants, mais ce n'est pas fait. Et enfin, la plupart du temps, on travaille sur des ouvrages où on a très peu d'informations complètes, donc absence de plan par exemple. En ce qui concerne les contraintes techniques, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a un besoin d'avoir un aspect visuel qui n'est pas perturbé. Par exemple, quand on vient mettre en place un capteur sur des monuments historiques, on nous demande de mettre des capots de protection de la couleur exacte de la pierre sur laquelle on va mettre en place le système. Donc si la pierre est, par exemple, comment dire, attaquée ou polluée, il faut qu'on trouve la couleur qui convient. Ensuite, comme on l'évoquait, difficulté d'accès. Et enfin, l'élément important, c'est qu'on va travailler sur des ouvrages souvent en pierre taillée, donc à milieu hétérogène, ce qui donne des très grandes difficultés pour les interprétations des résultats que l'on obtient. Et c'est ce qui aussi explique que très souvent, on est obligé de travailler avec ce qu'on appelle des éléments base longue, qui vont devoir prendre en compte
plusieurs éléments sur l'ouvrage. Un des derniers éléments aussi qui est une contrainte technique, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte les effets thermiques sur les ouvrages eux-mêmes. En effet, quand vous faites une mesure, eh bien, il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir l'influence des travaux ou des éléments que vous cherchez à détecter, mais il y a aussi la vie, la respiration de l'ouvrage qui vient s'ajouter ou se soustraire, et cet élément-là est un élément important. Alors, on va très vite voir quelques méthodes classiques utilisées dans les monuments historiques. Eh bien, on a des fissuromètres, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir voir l'évolution des fissures. Donc là, à gauche, vous avez un fissuromètre dit tridirectionnel, manuel, lecture avec des jauges. Vous avez ici, par exemple, aussi, vous pourrez venir voir après, un système, mais qui est relativement ancien. Et plus on voyage dans le temps, plus les systèmes se perfectionnent. On va avoir des capteurs électriques, et vous allez voir, on va pouvoir aussi automatiser. Alors là, vous avez en bas, à gauche, à droite, pardon, justement un exemple d'une évolution de fissure. On a commencé par lire cette fissure avec ce que vous voyez là en bas, une jauge Soniac, qui est le capteur le plus vendu. Et bien évidemment, les capacités de ce capteur ont très vite été dépassées. On a dû équiper avec des systèmes électriques pour pouvoir continuer à suivre cette fracture. Maintenant, c'est plus une fissure. Bien évidemment, il y a toutes les techniques optiques qui sont très importantes aussi. Vous avez vu tout à l'heure, on verra un petit exemple des théodolites automatisés, mais vous avez simplement des systèmes type le nivellement. Là, c'est sur le cas du pont de Beaugency, où on avait des effets d'affouillement sous certaines arches. Donc, pour suivre cet ouvrage, du nivellement direct a été une technique largement suffisante. Et ce que vous voyez à droite, ce sont les graphiques justement de l'évolution au niveau de différentes arches du nivellement sur une période d'environ donc 1 an, un petit peu plus d'1 an. Et ce que l'on voit, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, vous voyez sur certaines arches, par exemple la pile 15, une montée, une descente, et bien ça, ce sont tous les effets thermiques. Donc si on vient mesurer par exemple des effets de tassement, eh bien, vous voyez bien que ça vient se surimposer à certaines périodes à des effets simplement thermiques sur l'ouvrage. Alors, ça c'est pour vous montrer en 1998 à Beauvais, pour pouvoir faire des mesures notamment dites dynamiques, c'est-à-dire qu'on avait des données à une fréquence d'environ de 10 Hz, eh bien, il nous fallait des systèmes relativement importants avec beaucoup de câblage et des capacités mémoire assez limitées. Aujourd'hui, tout ça peut être remplacé par un capteur de genre qui lui-même contient les techniques d'envoi, d'acquisition, vous voyez, petits panneaux solaires. Donc, il y a quand même eu du progrès de fait dans ces domaines-là. Autre solution, toujours dans les systèmes motorisés et automatisés, eh bien, comme vous le voyez ici, comme pour le couvent des Jacobins, c'est un suivi des façades du château de Versailles par théodolite motorisé asservi, qui permet d'avoir les données en temps réel. Et vous avez sur la photo en bas à gauche des systèmes de téléniveau qui avaient été mis en place, toujours dans le but de contrôler des éventuels tassements différentiels. Pour terminer, la préservation des monuments historiques, ça nécessite bien évidemment de très nombreuses disciplines. Et j'insiste sur un fait, c'est que l'auscultation, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil. Et ça nécessite de travailler justement, une fois qu'on a des résultats, avec les experts qui connaissent le bâtiment, parce que des gens comme moi qui font de l'auscultation ou de l'instrumentation peuvent vous garantir, par exemple, que les données que l'on vous fournit sont fiables. On peut traiter ces données pour pouvoir éliminer un certain nombre d'éléments, par exemple, parasites, mais par contre, on n'interprétera jamais ces données parce qu'on n'a pas les compétences et on ne connaît pas les bâtiments. Et enfin, l'image de gauche vous montre simplement que
la restauration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette image date du XIIIe siècle et déjà à l'époque, il y avait besoin de restaurer les ouvrages. Je vous remercie.